Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'aimerais vous montrer étape par étape comment vous allez pouvoir lancer un business en 2023. Si vous suivez toute cette vidéo, à la fin, vous avez votre business que vous pouvez déjà commencer à lancer. C'est-à-dire que vous aurez toutes les étapes, vous aurez trouvé votre idée, vous aurez validé votre idée avec vos clients, vous aurez créé votre produit, vous l'aurez hébergé, vous l'aurez mis en vente, vous avez déjà même la page web qui vous permet de commencer à faire vos ventes dès maintenant. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo-là si jamais vous avez envie de lancer votre idée et que vous voulez tester et que vous avez besoin que quelqu'un vous guide sur ces différentes étapes-là, restez bien avec moi parce que c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Donc ce qu'il faut comprendre dans le monde que l'on vit aujourd'hui, c'est que le champ des possibles est devenu extrêmement large. C'est-à-dire que si on fait la différence en fait avec il y a quelques années, quand on avait envie de lancer un produit, que ce soit un produit digital ou un produit numérique ou un produit physique ou même du service, etc., c'était déjà un peu plus compliqué parce que en fait il fallait de l'argent, il fallait un gros capital pour pouvoir se lancer. Donc il fallait de l'argent pour faire un prototype, il fallait de l'argent peut-être si vous avez besoin de serveurs, vous avez de l'argent pour commencer à vendre, vous avez besoin d'argent pour faire de la publicité, parce que la publicité n'est pas forcément aussi simple qu'aujourd'hui, parce qu'avant on parlait beaucoup de télé, on parlait beaucoup de 4x3 dans la rue, etc. Et que tout ça, ça coûte de l'argent en fait. On peut pas se lancer comme ça quand on a une idée et qu'on a envie juste de tester pour savoir si l'idée va fonctionner, si on a un attrait pour le domaine et si on a aussi de la demande qui répond. Parce que pour être visible, il fallait se battre sur ce capital-là. Si on compare avec aujourd'hui, en fait, on peut vendre un produit avant même de l'avoir créé. Et ça, c'est la différence fondamentale qu'il faut bien avoir en tête quand on parle de business. Il n'existe pas une seule idée que vous ne pouvez pas lancer, que vous ne pouvez pas tester avant même de fabriquer le produit, avant même d'avoir tout votre produit qui soit prêt. Le coût des outils, il est tellement bas. Peu importe ce que vous faites, vous n'avez plus besoin d'autant de capital pour pouvoir commencer et même, j'irai plus loin en disant que vous pouvez démarrer littéralement avec 0 € en poche. Et donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment, en fait, avec aussi peu de capital, on va pouvoir lancer son activité, quelles sont les techniques, quelles sont les bases qu'on va pouvoir découvrir ensemble. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous avez besoin d'une compétence particulière pour réaliser votre business, vous pouvez l'apprendre. Il y a tellement de savoirs, de connaissances qui sont sur Internet aujourd'hui. Vous avez tellement de sites à votre disposition qui vous donnent le savoir que vous pouvez apprendre n'importe quelle compétence. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur ce site qui s'appelle coursera.org, vous avez littéralement accès à des centaines de cours qui sont dispensés par les meilleures universités du monde. Donc vous avez des cours de Harvard, vous avez des cours de Pennsylvanie, etc., des universités américaines qui sont prestigieuses. Vous pouvez apprendre des domaines dessus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des parcours, que ça soit en mathématiques, que ça soit en développement web, que ça soit en marketing. Tous ces cours-là, vous pouvez les apprendre sur Coursera de manière gratuite. Du côté français, vous avez aussi un site qui s'appelle Open Classroom, où pareil, vous avez une grande ressource gratuite qui vous permet d'apprendre la plupart des compétences qui sont recherchées et qui sont demandées. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a quasiment plus aucune barrière en termes de compétences, en termes d'accessibilité à certains business. Et un cas qui illustre bien ce que je suis en train de dire, c'est Justine Hutto qui a fondé la marque Respire. Donc Respire, c'est une marque de déodorant 100% naturel. Et on pourrait imaginer que Justine, pour pouvoir monter cette boîte-là, ce qu'elle a fait, c'est des études dans le domaine au moins pour pouvoir avoir les connaissances techniques, etc. Et bien en fait, pas du tout. Justine, elle sort d'une école de commerce, elle a cofondé cette boîte avec une autre personne qui sort également de l'école de commerce. Donc rien à voir avec le domaine de base. Pourtant, elle a réussi à monter sa boîte. En 2016, elle lance une campagne de crowdfunding, donc c'est-à-dire qu'elle va prévendre en fait ses produits. Et elle a fait 21 000
commande en 3 mois avant même d'avoir créé son produit. Des plateformes aujourd'hui comme Kickstarter, Ulule, KissKissBankBank, etc. ont bien compris ce principe-là. On n'a plus besoin d'avoir... Il n'y a plus cet enjeu capitalistique autour de la production, etc. On n'a plus besoin d'avoir un certain montant de capital financier avant de pouvoir lancer, avant de pouvoir plaire à des personnes, avant de pouvoir acheter en fait quelque chose. Et donc ça nous montre bien que vous pouvez littéralement démarrer à partir de 0 €. L'histoire qui a fonctionné avec Justine, c'est pas qu'elle a été meilleure sur la fabrication du produit, c'est qu'elle a été meilleure sur le marketing, c'est-à-dire comment elle vend son message et sa personnalité. Parce qu'en fait, pourquoi elle a autant de crédit sur un déodorant 100% naturel, c'est qu'elle a une histoire personnelle qui est liée au produit. Donc c'est-à-dire que pendant, il y a un moment dans sa vie en fait, elle a découvert qu'elle avait une tumeur et que du coup, forcément tous les produits qu'elle mettait sur sa peau avaient un impact en fait sur sa santé. Et donc elle a créé ce déodorant-là pour les autres personnes qui ont envie de se soucier de leur bien-être. Donc forcément, en fait, il y a un message, il y a un marketing qui est très fort dessus, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et donc c'est ça qui est important en fait à comprendre dans le business aujourd'hui. Il y a une grosse partie de comment je vais traiter une problématique d'une certaine population, ou comment je vais faire matcher mon message avec ce que une autre population voudrait avoir. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que ça va être vraiment le cœur de ce qu'on va faire. Je vais vous montrer 2-3 exemples là, qui sont un petit peu extrêmes, mais qui existent et qui vraiment vont appuyer ce que je suis en train de vous dire. Vous avez la possibilité, par exemple, de louer une personne pour un temps donné. Ça veut dire que, par exemple, vous êtes à un repas de famille, où vous savez que c'est bientôt Noël, vous avez un repas de famille et vous savez que vos parents vont vous demander, alors... t'en es où avec ta petite amie, ou t'en es où avec ton petit ami, etc. On n'a toujours vu personne. Pour ne pas avoir cette discussion-là à Noël avec vos parents, eh bien vous décidez de faire appel à un comédien ou une comédienne qui va passer le repas avec vous et qui va prétendre être votre petit ami. Donc c'est un cas un peu extrême, mais c'est un business qui fonctionne en fait. Et vous avez aussi par exemple des box pour animaux, donc c'est-à-dire que vous avez littéralement la possibilité de commander des box pour votre animal de compagnie, que ce soit votre chat, votre chien, peu importe. Vous commandez votre box et tous les mois vous recevez des jouets en fait. Vous recevez des jouets pour vos animaux de compagnie. J'ai pris un 3e exemple qui sont les bars à sieste. Donc c'est-à-dire vraiment vous rentrez dans un bar et tout est prévu en fait pour pouvoir faire votre sieste dans la meilleure des conditions. Parfait pour les travailleurs qui n'ont pas le temps de rentrer chez eux, mais qui ont besoin d'une petite pause pour être vraiment revigorés pour l'après-midi, et ils vont faire une petite sieste dans un bar, tout est prévu pour, les lumières, les infrastructures, etc. Et le 4e exemple, c'est Something Store. En fait, c'est un site internet où vous avez la possibilité de mettre un certain budget, de regarder un petit peu, de donner des caractéristiques sur des amis que vous avez, auxquels vous devez faire des cadeaux. Et en fait, vous allez acheter un cadeau, mais sans savoir ce que c'est. Donc vous allez indiquer le montant, vous allez indiquer ce que la personne aime, etc. Et en fait, vous allez recevoir un cadeau que vous allez pouvoir offrir. Donc parfait, en fait, si vous ne savez pas quoi offrir à quelqu'un, vous avez juste à rentrer certaines informations, et puis vous recevez un cadeau, vous avez juste à rentrer, indiquer un montant, et puis c'est parti. Donc soit vous trouvez ces idées géniales, soit vous vous dites « mais moi je n'achèterai jamais ça ». Et en fait, ce que j'aimerais que vous faire comprendre avec vraiment ces 4 idées de boîte-là, qui existent, qui fonctionnent et qui tournent, elles sont pas toutes en France, forcément, ça se voit sur certains exemples, il y a des différences culturelles, où par exemple, louer une personne, je suis pas sûr qu'en France, il y ait beaucoup de personnes qui le fassent. D'ailleurs, c'est pas une entreprise française, quoi, c'est une entreprise coréenne ou japonaise. Mais là où je veux en venir, c'est que toutes ces boîtes-là, elles ont quelque chose en commun. Que ça soit Respire, que ça soit le bar à sieste, ou louer une personne, ou Something Store, toutes ces entreprises, elles résolvent un problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont identifié chez une certaine cible un problème qui était récurrent, qui était important pour les personnes, et elles ont créé le produit pour ça, pour résoudre le problème. C'est pas quelqu'un dans son garage qui s'est dit tiens, j'ai une superbe idée, ça va être de faire des bars à sieste, et puis on va les proposer, et puis on va designer ça comme ça, etc. Non, c'est absolument pas ça. Ça part d'un constat, ça part d'une problématique, d'une certaine catégorie de personnes, et on va
créer en fait une solution. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que il faut vraiment imaginer les besoins d'une personne comme quelque chose de mouvant, comme quelque chose en fait qui est en flux et qui bouge tout le temps. En fait, vous allez avoir quelqu'un qui est dans une situation particulière, donc par exemple les personnes qui travaillent à la défense et qui sont loin de chez eux, ils peuvent pas faire la navette entre leur bureau et chez eux. Ces personnes-là, elles ont besoin d'être performantes dans la journée et en fait, déjà elles mangent à l'extérieur, donc il y a pas ce côté je rentre chez moi, je fais une pause, etc. Et entre midi et 2, elles ont pas beaucoup de temps surtout pour pouvoir rentrer. Et elles ont besoin d'énergie. Et on sait que le fait de faire une sieste, même une sieste de 20 minutes, permet d'augmenter ses capacités pour le reste de la journée. Donc ça, c'est une problématique en fait. Et à partir de cette problématique-là, on va pouvoir imaginer des solutions. Il y a des solutions qui vont correspondre, etc. Et au final, on va s'arrêter sur une des idées, qui par exemple là est un bar à sieste. C'est-à-dire que on va mettre un bar à sieste qui est à 2 minutes à pied, à côté du restaurant dans lequel où tu vas manger ton sandwich, et à la fin de ton repas, tu vas pouvoir faire une petite sieste, et 20 minutes après, tu vas pouvoir retourner dans ton bureau. Tout est dans un espace d'à peu près 10 minutes à pied autour de ton bureau. Donc ça, c'est le problème, et je vais avoir ma solution. Mais de cette nouvelle solution-là, il va y avoir d'autres problèmes en fait. Soit des problèmes qui sont sur des domaines qui sont connexes, ou soit en fait, tout simplement, la nouvelle situation fait que il y a tout simplement un autre problème qui se crée. Là où je veux en venir avec ça, c'est que vous aurez toujours du business à faire. Que ça soit en 2023 ou que ça soit dans 10 ans, il y aura toujours du business à faire parce qu'il y aura toujours des problèmes à résoudre. Et je vous mets un exemple pour bien comprendre cette histoire de problème et comment en fait ça peut bouger dans le temps. C'est que, imaginons, moi je suis quelqu'un qui adore en fait avoir du style, vestimentairement parlant. Par contre, il y a quelque chose qui m'empêche de l'avoir, d'avoir accès à ça, à ce que je désire, à ce que je souhaite, c'est que je déteste faire du shopping. Je déteste faire du shopping parce que ça prend du temps, parce que je sais pas par où commencer, je sais pas comment on constitue un style, etc. J'aime bien en fait les beaux habits, mais par contre je ne sais pas comment les choisir, les mettre ensemble, etc. Et donc là, il y a une boîte qui s'appelle Harvey Specter, qui me propose une solution qui est donc une box par abonnement, où je vais recevoir 5 tenues qui correspondent au style que je voudrais avoir. Donc sur un site internet, je vais choisir mon style, et tous les mois, je vais recevoir 5 tenues que je vais pouvoir modifier, etc. Un petit peu comme une box que je vais pouvoir mettre à mon goût, etc. Et là, forcément, tout de suite, c'est bon, j'ai ma solution à mon problème, j'achète la solution, c'est super, j'ai mes 5 tenues par mois, etc. Et j'ai plein d'autres problèmes qui vont se créer après. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai réglé ce problème vestimentaire, à un moment donné, je vais peut-être me dire que c'est trop bien d'avoir du style vestimentaire, mais maintenant j'aimerais bien prendre soin de ma peau, ou j'aimerais bien prendre soin de ma barbe, etc. Et donc je vais avoir un autre problème, et cet autre problème-là va amener une autre solution. Donc la même entreprise, l'entreprise Harvey Specter, va pouvoir proposer également un kit de soins pour barbe. Et ensuite, il va y avoir d'autres problèmes. Elle va peut-être pouvoir proposer aussi une box complémentaire à la box principale, qui est cette fois-ci une box pour accessoires. Donc en fonction de son style, la montre qui va bien, les chaussures qui vont bien, le sac qui va bien, l'attaché case, etc. Donc en fait, tout ça englobe un besoin particulier, mais vous voyez qu'il y a plein de problèmes qui vont bouger en fait au fur et à mesure, il y a plein de problèmes qui vont bouger dans le temps. Et c'est ça qu'on recherche en fait, c'est ça qui fait des bonnes boîtes. Les bonnes boîtes, ce ne sont pas les bonnes idées, les bonnes boîtes, ce sont les boîtes qui adressent des solutions à des problèmes bien précis. Et donc là, si je vous illustre par exemple la boîte Harvey Specter, en fait, je vais chercher le pourquoi, parce que c'est ça qui est important, c'est chercher le pourquoi en fait je voudrais avoir du style. Parce qu'en fait, au fond de moi, je sais que le style, c'est un moyen d'exprimer le charisme qu'on peut avoir. Donc, je vais avoir mon site internet avec « Devenez une personne vraiment charismatique ». Donc déjà, ça m'accroche, parce que je sais que ça me parle. Soignez votre style sans faire du shopping. Ça, c'est clair. Au moins, je sais que ça règle tout mon problème qui est de faire du shopping, de passer du temps. Recevez 3 tenues tous les mois directement de votre dressing. Commandez votre box. C'est pas plus compliqué que ça. Donc vous voyez à quel point, en fait, à partir d'un problème,
on va avoir la solution qui va se dessiner. Et donc, il va y avoir quand même un mix entre vos compétences, votre attrait pour un certain domaine, pour certaines compétences que vous allez acquérir plus tard, et les problèmes que vous allez rechercher auprès de vos clients. Mais ce qui est important vraiment à apprendre là directement sur cette première partie, c'est qu'il ne faut pas réfléchir en stock, il faut réellement réfléchir en flux. J'ai une boîte, elle résout un problème, et en fait, le nombre de personnes qui connaissent le problème, plus je vais les aider, plus elles vont s'amoindrir. Et moins j'aurai de business à faire. Ça, c'est la pire façon d'aborder le business. Il faut vraiment le voir comme un flux, c'est-à-dire que, en fait, je vais adresser ma solution à ces personnes qui ont un problème à résoudre, et puis en fait, il y a d'autres personnes qui vont avoir le même problème, ou alors les personnes qui ont déjà acheté chez moi, elles vont avoir d'autres problèmes que je vais pouvoir régler qui sont dans la même thématique. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et surtout, vous voyez que l'important, c'est pas tant de trouver une idée, mais c'est surtout de trouver les problèmes que vous avez identifiés et que votre cible a identifié. C'est ça qui est vraiment important. Donc là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est vraiment donc comment on va pouvoir adresser ces problèmes-là, comment on va pouvoir trouver son idée en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les 3 plus grosses thématiques dans lesquelles vous aurez toujours du business, même dans 10 ans. Je suis persuadé, j'en ai même à couper, dans ces 3 thématiques-là, vous aurez du business même dans 10 ans. Je vais vous montrer aussi 3 manières de faire de l'argent, donc 3 business models qui sont très rentables, mais que vous allez devoir choisir en fonction de ce que vous avez envie de prioriser, vous, dans votre vie. Ça, c'est super important. Et ensuite, comment chercher des problèmes, comment les résoudre, comment mettre en place en pratique en fait. Donc c'est simple, les 3 piliers, 3 grosses thématiques dans lesquelles vous aurez toujours du business, c'est la santé, c'est les relations et c'est l'argent. Ce sont les 3 grosses thématiques dans lesquelles vous aurez toujours du business. Donc si jamais vous voulez commencer assez rapidement, ou vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez aller chercher en fait dans ces trois piliers là. Et alors ça, ce sont des très très grosses thématiques, mais attention, il y a plein de sous-thématiques qui font partie de ces 3 grosses thématiques. Donc quand on parle de santé par exemple, on peut très bien parler de sport, de musculation, de nutrition, de tout ce qui améliore au final la santé, ou tout ce qui permet de conserver sa santé. Quand on va parler d'argent, ça va être tout ce qui nous permet de gagner de l'argent, d'optimiser son argent, tout ce qui a trait en fait à l'argent, soit de l'économiser, soit de le gagner. Donc l'immobilier fait partie en fait des piliers de l'argent. Par exemple, le trading fait partie aussi de l'argent. Les applis de banque, les applis par exemple pour pouvoir économiser de l'argent font partie de ce domaine-là. Tout ce qui vous permet de gagner de l'argent ou d'économiser fait partie du business de l'argent. 3e pilier, ce sont les relations. Donc là, les relations, c'est pareil, ça englobe plein de choses. Donc ça peut très bien être, par exemple, les relations amicales, ça peut très bien être les relations professionnelles, ça peut très bien être les relations amoureuses. Vous avez plein de sous-domaines, en fait, à chaque fois, dans ces différentes thématiques. Donc relation, si je prends relation amoureuse, il va y avoir les rencontres amoureuses. Donc par exemple, Tinder fait clairement partie d'une boîte qui est dans le domaine de la relation, la thématique relation, et surtout la sous-thématique relation amoureuse. Donc vous avez ces 3 piliers, vous avez ces 3 grosses thématiques sur lesquelles vous êtes sûr de faire, de pouvoir créer un business qui attire des personnes, tout simplement. Et en fait, dans ces thématiques-là, vous allez explorer vos compétences. Vous allez faire tout simplement la liste de tout ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire, de ce pourquoi vous êtes bon. En fait, en faisant cette liste-là, vous allez vraiment faire le champ de toutes les compétences que vous avez pu acquérir au cours de ces différentes années, etc., que ce soit votre métier ou non. Ou alors, ça peut être aussi des compétences vers lesquelles vous avez envie d'aller, mais pour lesquelles vous avez réellement de l'attrait, c'est-à-dire que vous avez déjà fait des recherches dessus, vous savez à peu près de quoi il en est, et vous avez envie d'aller apprendre ces compétences-là, vous avez envie d'explorer ces compétences-là. Donc vous allez faire la liste de toutes vos compétences. Donc par exemple, moi je vous prends un exemple,
moi, dans les compétences et ce que j'aime faire surtout, donc il y a les vidéos, il y a le fait de faire des vidéos, hein, que ça soit des vidéos pour moi, je fais beaucoup de vidéos, même que ça soit à titre personnel. J'adore la programmation. Ça ne veut pas forcément dire que je fais de la programmation aujourd'hui, mais ça veut dire que je me suis déjà intéressé au code, j'ai déjà commencé à apprendre des codes, j'ai identifié les codes qui me correspondent. Donc voilà, c'est pas juste la programmation, c'est tendance en ce moment, est-ce que je le mets dans mes compétences pour faire un business? C'est pas ça. C'est pourquoi j'ai de l'attrait déjà aujourd'hui. Et c'est pas que de la compétence technique, ça peut être aussi de la compétence sociale. Donc par exemple, j'adore aider les gens à apprendre, analyser, comprendre, observer. Et ça, ce sont des choses qui peuvent m'aider en fait dans le business que je voudrais lancer. Donc faites la liste de tout ça et posez-vous la question. Donc faites bien cette liste-là, prenez bien, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, prendre 10, 15 minutes, ou même 30 minutes si vous le souhaitez, pour faire la liste de vos compétences. Faites cette liste-là, c'est vraiment important, parce que ça va vous permettre en fait tout simplement de vous limiter dans le champ des possibles. De pas vous dire, bon bah ok, en fait, il y a ça qui est ce nouveau business en ce moment qui est tendance, etc. Et bah je vais foncer dessus. Non, partez de ce que vous aimez faire, parce que ça va rendre les choses beaucoup plus faciles d'être dans un domaine que vous aimez, que vous appréciez, dans lequel vous adorez en fait évoluer, plutôt que de faire le dernier business qui est tendance. Une fois qu'on a fait ça, on va se demander, qu'est-ce que j'ai envie d'optimiser dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce qu'en fait, je vais vous présenter 3 modèles de business, 3 business models, donc des manières de gagner de l'argent, qui vont pas du tout optimiser la même chose. Vous avez un business qui est le business de service, où en fait vous allez être sur des marges que vous allez choisir, donc potentiellement vous allez faire plus de marge qu'en étant salarié, mais vous n'allez pas optimiser votre temps passé par rapport à cette marge-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand vous faites du service, quand je dis du service, c'est que vous allez exécuter une compétence pour une entreprise, une personne, etc. Donc par exemple, vous allez créer du contenu pour quelqu'un. Vous allez échanger votre temps contre une rémunération. Donc évidemment, vous allez pouvoir choisir votre montant, mais vous n'allez pas pouvoir faire de très grosses marges. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez devoir faire, à chaque fois que vous allez rentrer un nouveau client, vous allez passer le même temps sensiblement, même si avec les années, les mois, etc., vous allez être beaucoup plus rapide pour les mêmes tâches, mais c'est pas extensible. Votre temps n'est pas extensible, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez être bloqué sur le rapport entre le temps que je passe sur une tâche et la marge que je vais pouvoir faire dessus. Et donc, ce qu'il faut savoir avec le service, c'est que vous allez avoir quelque chose qui est à peu près équilibré. Et en fait, plus vous allez vouloir prendre de clients, plus vous allez devoir déléguer un certain nombre de tâches, donc plus vous allez devoir rogner sur votre marge. C'est-à-dire que, en fait, imaginons que vous fassiez du copywriting, donc c'est-à-dire que vous écrivez des messages de vente pour des entreprises, vous allez pouvoir, par exemple, prendre un certain volume de clients vous-même, tout seul. Par contre, il y a un moment où vous allez devoir embaucher d'autres personnes pour prendre le client suivant. Donc ça, forcément, ça va amputer sur votre marge. Vous n'allez pas pouvoir faire grossir votre marge au même niveau que le nombre de clients que vous allez avoir. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Si vous voulez avoir quelque chose d'à peu près équilibré sur je fais quand même pas mal de marge, mais je sais que je vais passer du temps dessus et je vais toujours avoir à donner ce temps-là en fait pour pouvoir garder cette marge-là. Vous avez ensuite tous les business models qui sont en drop. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de dropshipping ou de drop service. Le principe des business en drop, c'est que vous n'exécutez pas la compétence. Donc, concrètement, vous êtes une vitrine entre une personne qui a un problème et un fournisseur. Quand je dis fournisseur, ça peut être produit, mais ça peut très bien être service aussi. Donc là, typiquement, ce qui se passe, c'est clairement j'ai une compétence en marketing, ou alors j'ai identifié un problème que les personnes qui détiennent la compétence n'ont pas forcément vu ou n'ont pas forcément
n'ont pas forcément d'attrait au préalable sur ces domaines-là. Je vous prends un exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec des personnes qui étaient dans la recherche, donc des universitaires qui font de la recherche, etc. À un moment, cette personne-là me parle d'un problème que tous les chercheurs ont et pour laquelle ils n'ont pas de solution encore, ou alors des solutions qui sont vraiment pas très adaptées. C'est que pour toutes leurs recherches, ces personnes-là, elles ont besoin de faire des vidéos. Elles ont besoin de faire des vidéos pour pouvoir vulgariser leurs résultats de recherche, pour pouvoir les mettre sur YouTube, pour pouvoir les partager, pour pouvoir vulgariser en fait leurs connaissances et vulgariser en fait les différents résultats de recherche qu'ils peuvent avoir. Ces personnes-là sont obligées de se filmer elles-mêmes parce que les universités ne veulent pas laisser le budget. Donc aujourd'hui, je pourrais très bien faire un business qui est un site sur lequel je vends une compétence vidéo spécifiquement pour les chercheurs. Quelque chose de vraiment pas cher, qui leur permet, eux, d'avoir des packs, donc de faire du volume en fait, de négocier des contrats à l'année avec une université pour pouvoir en fait réaliser un certain nombre de vidéos qu'on va faire sur certains résultats de recherche. Et donc, on va avoir d'un côté les personnes qui sont les universités, les universitaires et les chercheurs, et on va voir de l'autre côté des personnes qui, par exemple, sont des cadreurs débutants, des cadreurs qui ont besoin en fait de faire leurs premières armes avec leur caméra, etc. Et en fait, on va les mettre en relation. Moi, je vais servir d'intermédiaire, je vais servir de vitrine, je vais vendre en fait pour ces personnes-là qui ne trouvent pas de boulot au tout début. Je vais servir d'intermédiaire. Et ça, c'est le drop. C'est-à-dire que je ne possède pas la compétence, ou je ne possède pas le stock, je ne possède pas le produit, et je vais le vendre pour une population de personnes qui n'a pas accès en fait à cette compétence-là ou ce produit-là, parce que tout simplement on a un avantage concurrentiel qui est un avantage d'information à un certain moment. Donc ça c'est le principe du drop. On économise beaucoup de temps, donc c'est vraiment là le but, c'est vraiment d'économiser le temps passé, mais par contre c'est pas le business sur lequel on va prendre tout de suite le plus de marge. Parce que ce qu'on va chercher à optimiser réellement, c'est le temps que je passe pour l'euro gagné. Dans la mise en relation, le but c'est quand même de passer le moins de temps possible. Ce que je vais pouvoir faire, c'est vendre la compétence, organiser le tout, laisser les autres faire. Et en fait, dès que j'ai besoin de faire autre chose dans mon business, je vais le déléguer tout de suite. Donc le but, c'est pas de faire des énormes marges directement, le but, c'est d'optimiser son temps passé sur chaque tâche et sur son business. Et donc, si par exemple, vous avez envie de faire 2000 € par mois à côté d'une autre activité, etc., et que vous n'avez pas forcément beaucoup plus de temps, vous pouvez très bien aller sur des business models qui sont plus du drop, ou alors dans lesquels en fait vous allez tout simplement déléguer tout le maximum de compétences et vous allez juste servir d'intermédiaire à un moment donné. Et ensuite, vous avez ce business model-là qui est le business model de la vente directe de produits en fait digitaux que vous allez pouvoir créer vous-même. Le but de ce business model-là, c'est d'optimiser la marge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la manière de faire, vous allez avoir un produit digital, donc numérique, que vous allez pouvoir créer. Et ce produit-là, vous allez pouvoir le vendre sans avoir à repasser le même temps à chaque fois que vous le vendez, contrairement au service. Service, dès que vous avez un client, vous allez passer le même temps à faire le briefing, vous allez passer le même temps à exécuter la tâche, vous allez passer le même temps à faire les retours, vous allez passer le même temps à livrer. Le produit digital, une fois qu'il est créé, vous le vendez une fois, vous le vendez 10 fois, et c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de repasser autant de temps sur la vente que la première fois. Et c'est ça qui est intéressant avec le produit digital aujourd'hui, parce que vous allez avoir des revenus qui vont être récurrents si vous trouvez les bons problèmes. Et surtout, vous allez pouvoir maximiser aussi un peu le temps passé, et vous allez pouvoir ajuster votre business un petit peu comme ça. Et pour bien comprendre un petit peu ces histoires d'optimisation, il y a quelque chose qu'on peut imaginer dans sa tête. Le service, plus vous allez avoir de clients, donc imaginons, vous servez aujourd'hui 10 clients, l'effort fourni pour servir 1000 clients, si vous gardez votre production, donc imaginons que vous commencez avec 10 clients, vous êtes tout seul,
Si vous restez tout seul pour servir 1000 clients, votre produit, en termes de qualité, ce que vous vendez, donc votre compétence, elle va baisser. C'est obligatoire. C'est-à-dire que si demain vous prenez 1000 clients en copywriting, vous écrivez 1000 messages de vente pour 1000 clients, bah forcément si vous êtes tout seul et que vous restez tout seul, votre qualité va baisser parce que vous allez devoir aller beaucoup plus vite, vous allez devoir... 1000 clients c'est inhumain, mais c'est juste pour imaginer, je vais à l'extrême exprès. Si vous voulez servir 1000 clients, vous allez devoir dégrader votre service, vous allez devoir standardiser, vous allez devoir aller très vite, vous allez devoir passer un minimum de temps par client, etc. Dans le produit digital, c'est le contraire. Si vous servez 10 clients, vous servez 10 clients. Si vous servez 10 000 clients, non seulement la qualité de ce que vous servez ne baisse pas, mais ça va être même le contraire, il va s'améliorer. Parce que plus vous allez avoir de clients, plus vous allez avoir de retours, plus vous allez pouvoir modifier votre produit, l'améliorer. C'est vraiment pour ça que je trouve que le produit digital aujourd'hui est l'un des meilleurs business models et l'un des meilleurs produits qu'on peut créer, parce qu'il a un effet bénéfique sur le nombre de clients qu'on va avoir et la manière dont on va servir chaque client. Donc maintenant qu'on a réfléchi à ça, on a exploré nos compétences, on a exploré les 3 grosses thématiques, on sait à peu près où on veut aller, on sait à peu près que on a des attraits pour tel domaine. Maintenant, la chose à faire, c'est de trouver les problèmes de ses clients. Parce que avoir une thématique, ça suffit pas. Avoir à peu près une cible, ça suffit pas. Maintenant, il faut savoir adresser le problème du client. Comment, en fait, je fais pour savoir si mon client a un problème? Déjà, la première chose que vous pouvez faire, que vous devez faire, c'est d'observer autour de vous. En fait, observer autour de vous, c'est quelque chose, on l'a pas forcément tout le temps parce qu'on est toujours dans le train-train de ce qu'on est en train de faire, dans le quotidien, etc. Mais forcez-vous en fait à penser, en fait, à stopper, à sortir de la bulle dans laquelle vous êtes et d'observer tout ce qui se passe. D'observer par exemple vos amis quand ils sont en train de parler de leur travail, quelles sont leurs problématiques, de quoi ils se plaignent en fait. Ou alors quand vous voyez des scènes dans la rue, est-ce que vous voyez des choses qui se répètent? Est-ce que vous voyez des choses que vous pouvez optimiser? Est-ce qu'il y a des choses, même dans votre vie à vous-même, que vous pouvez optimiser? Est-ce que vous rencontrez des problématiques qui sont tout le temps récurrentes et que vous avez envie, ou vous pouvez aider grâce à vos compétences? Et surtout, du coup, vous allez vous poser cette question-là. Comment est-ce que je peux aider ces personnes? Ou moi-même, encore une fois. Vous pouvez partir de vos propres problèmes. Et typiquement, quand je parle d'observation, ces personnes-là, elles m'ont pas dit « Steve, je vais te raconter mes soucis pour que tu me trouves une solution ». C'est vraiment venu dans une discussion comme ça, qui, même au final, n'avait pas forcément à voir avec ça. Et en fait, de fil en aiguille, des questions qui ont été posées, etc., et différents échanges, il y a ça qui à un moment a fait tilt, parce que il y a eu cette observation-là. Je me suis dit « Ah ok, mais attends, mais moi j'ai une compétence en vidéo. Je sais ce qui se passe dans le milieu de la vidéo, en fait, j'ai fait de la vidéo, etc. » Et là, elle est en train de me raconter qu'en fait, il y a ça de son côté, etc. Qu'est-ce qui se passe, en fait, comment je peux aider ces personnes-là, en fait? Alors, trouver des problématiques comme ça et rester à l'écoute et observer, c'est quelque chose de très, très important. Mais on va quand même devoir passer par une phase qui va être une phase importante pour la résolution du problème, parce que les problématiques qu'on va rencontrer doivent répondre à certains principes. En fait, il faut se poser la question de savoir si le problème est dur. Ce que ça veut dire, dur en fait, c'est un acronyme. Donc c'est un acronyme pour douloureux, urgent et reconnu. Il faut que le problème soit dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, il faut que ça soit vraiment douloureux pour elle. Il faut qu'elle se dise, ok, en fait, la situation dans laquelle je suis n'est pas supportable aujourd'hui. Dans le sens, il faut que je cherche une solution le plus rapidement possible. Il faut que ce soit urgent, il faut que vraiment la personne ait envie de résoudre ce problème-là tout de suite. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, etc. Reconnu, il faut que la personne, elle reconnaisse le problème. Et quand je dis la personne, c'est la cible, du coup. Il faut qu'elle reconnaisse le problème, il faut qu'elle reconnaisse que ça soit quelque chose qui soit important pour elle. Ce que je veux dire par là, c'est que forcément, en étant observateur, vous allez forcément trouver des idées,
forcément trouver des problèmes que vous allez pouvoir régler. Mais tant que la personne ou la cible n'a pas conscience de ce problème-là, vous ne pourrez rien lui vendre. Ça, c'est quelque chose, il faut être tout de suite au clair là-dessus. Vous ne pourrez rien vendre à personne qui ne reconnaît pas le problème. C'est-à-dire que, je reprends cette histoire de style, imaginons que Harvey Specter, il n'ait pas du tout fait son travail de savoir si le problème était dur chez les personnes, et plutôt que de partir de la problématique d'un client, il a fait ça tout seul dans son petit salon, etc., qui s'est dit « Ah bah tiens, c'est génial, moi j'ai une compétence et je suis ultra stylé, et bah, j'aimerais faire profiter cette compétence-là à tous ceux qui n'ont pas de style. » Et que là, en fait, tous ceux qui n'ont pas de style, donc il y a réellement des gens qui n'ont pas de style. Alors déjà, selon lui, mais il y a réellement des gens qui n'ont pas de style. Il y a vraiment des gens qui sont juste, voilà, t-shirt, jean basique, et qui se prennent pas la tête avec leur style. Donc le problème est là. Par contre, pour toutes ces personnes-là, c'est peut-être pas forcément un problème de ne pas avoir de style. Il y a des gens qui s'en fichent complètement, et donc l'idée a beau être bonne de la part de Harvey Specter, le problème a beau être là, dans sa tête, si les personnes n'ont pas envie de changer de style, n'ont pas envie de changer de style pour quelque chose d'important, et n'ont pas cette volonté de résoudre ce problème-là dans l'immédiat, il ne fera aucune vente. Vous pouvez aller faire des recherches sur Internet. Donc déjà, le premier point, c'est Google. Donc si je tape par exemple, donc je reprends l'entreprise Harvey Specter, et comme ça, je vois un petit peu les mots qui ressortent, les questions qui ressortent. Donc là, j'ai 5 conseils pour réussir son shopping. Ok, mais là, voilà, comment acheter des vêtements hommes sans se ruiner. Donc je sais qu'il y a voilà, cette thématique-là qui est abordée. Sinon, je peux aller sur un site comme Quora, par exemple. Quora, qui est une espèce de gros moteur de recherche sur lequel on va pouvoir poser des questions. Donc pareil, si je tape mon mot-clé, je vais avoir tout un tas de questions en fait, qui sont posées par des personnes sur une certaine problématique. Donc, pourquoi beaucoup d'hommes détestent-ils faire du shopping? Donc voilà, je vais pouvoir aller cliquer sur des questions comme ça, voir les différentes réponses que je vais avoir, donc qui va me donner en fait des indications en fait sur ce que les gens pensent par rapport à ça. Donc là, on a l'avis d'une personne qui est une femme, mais qui a travaillé dans l'univers de la mode, donc un point de vue qui peut être intéressant aussi. Et on voit en fait, il y a beaucoup d'éléments qui nous sont donnés en fait. Comme par exemple ici, beaucoup d'hommes ne connaissent même pas leur propre taille. Donc voilà, donc ils vont dans les magasins sans savoir ce qu'ils font, ils deviennent nerveux, embarrassés, choisissent. Et là c'est très intéressant parce que c'est même quelque chose qu'on devrait noter quelque part, parce que là on a même des mots en fait qui correspondent à des émotions. Et ça c'est quelque chose qui va être très important quand on va être sur par exemple la landing page où on va vendre notre produit, parce qu'on va utiliser ces mots-là en fait, les émotions que les personnes ressentent. Donc là, ils vont dans un magasin sans savoir ce qu'ils font, ils deviennent nerveux, ils deviennent embarrassés, ils choisissent quelque chose au hasard et quittent les lieux le plus rapidement possible. Ça, typiquement, c'est quelque chose dont on va se servir après pour pouvoir vendre notre produit. J'étais ce type d'homme. Bah non, donc c'est un homme en fait qui écrit. Ironiquement, travailler dans un magasin a l'avantage de m'avoir appris à prendre des mesures et connaître l'utilité de chaque qualité. Maintenant, j'aime faire des achats de vêtements et je peux entrer et ressortir quelques minutes avec exactement ce dont j'ai besoin. Donc là, c'est parfait comme témoignage parce qu'on a un avant et on a un après, et ça va grandement nous aider après dans ce qu'on va pouvoir écrire pour pouvoir vendre. Donc ça, c'est pas mal. Donc vous pouvez faire ça, vous pouvez aller sur Quora, vous pouvez aller sur Google, taper vos mots-clés. N'hésitez pas à changer de mots-clés aussi. C'est-à-dire que, bon là j'ai testé avec Shopping Homme, je peux très bien taper par exemple mode homme. Quelles sont les tendances? Ou alors choisir son look quand on est un homme. Donc vous voyez, je vais avoir pas mal de choses comme ça que je vais pouvoir taper.
et ça va me permettre en fait d'imaginer en fait quelle est la psychologie de la personne que j'essaye de cibler. Donc ça, c'est ce on peut taper. Donc il y a Quora, on peut aller sur Amazon, on peut aller sur les groupes Facebook, parce que dans les groupes d'intérêt, donc on va aller chercher les questions que les gens posent, et ça va nourrir un petit peu notre réflexion. Ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un bloc-notes par exemple et de noter toutes les choses qui vous paraissent intéressantes sur la psychologie de votre cible. Donc par exemple, vous allez prendre un Google Sheet, vous allez sur Drive, et vous allez tout simplement copier et coller ce que vous trouvez d'intéressant. Donc ça, c'est intéressant aussi, la question quel est le budget moyen mensuel des hommes pour le shopping. Donc déjà la question en elle-même, je vais pouvoir la copier. Donc là je vais me faire donc c'est un document qui va s'appeler recherche cible. Donc je vais avoir les questions qui sont intéressantes, je vais voir les réponses qui sont intéressantes. Donc voilà, moi perso, je suis à 0, je déteste le shopping, il faut vraiment qu'un vêtement soit en lambeaux pour que je bouge sur ces questions-là. Donc ça voilà, typiquement, c'est le genre de choses que je vais pouvoir remettre dans mon document. Donc voilà, je vais reprendre aussi ce que j'avais aimé là tout à l'heure, donc je vais pouvoir reprendre. Et donc c'est ça que je vais faire, je vais me faire tout un document en fait avec des mots-clés, avec des questions qui sont liées à ça, pour vraiment resserrer un petit peu le travail là-dessus. Je vais faire ensuite une deuxième partie qui cette fois-ci va être d'aller au contact direct des hommes que je veux cibler. Donc imaginons que je veuille travailler avec des hommes qui ont entre 35 et 50 ans, parce que ce sont les personnes pour lesquelles j'ai remarqué que les vêtements, le style, avaient beaucoup plus d'importance. Parce que c'est vers cet âge-là qu'on commence à vraiment s'inquiéter ou vraiment vouloir montrer un certain statut social, ou qu'on cherche à montrer les choses avec les apparences. C'est à ce moment-là qu'on va s'intéresser aussi aux accessoires hommes, aux montres, voilà, à ce genre de choses-là qui renvoient à une certaine image. Donc, je vais cibler ces personnes-là, ce qui fait que je vais tout simplement aller poser des questions à des personnes qui sont potentiellement dans cette cible-là. Donc je vais vous passer les quelques questions que vous devez absolument poser pour pouvoir savoir ce que votre cible a en tête. Donc on va commencer par une première partie. La première partie, c'est vraiment des questions de manière générale qui vont nous servir à déterminer un petit peu la démographie de la personne. Donc la première question, c'est de savoir sa situation, de savoir quel est son job, quel est son âge, son parcours, d'avoir un petit peu des éléments sur sa psychologie, vraiment sur des informations démographiques. On va ensuite lui demander quel est ton quotidien. Dans un deuxième temps, on va aller identifier ces différents moteurs. Donc, je vais poser une question qui va laisser libre cours à son imagination à la personne. Je vais lui demander qu'est-ce que tu changerais dans ta manière de t'habiller tout de suite. Tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ton style? Ensuite, je vais pouvoir lui demander en fait, qu'est-ce que ça signifie pour toi en fait de t'habiller, au-delà de mettre des vêtements. Et là, vous allez poser des questions sur ses freins, ce qui l'empêche en fait d'atteindre ce qu'il voudrait atteindre. Et là, il va vous donner tous les blocages qu'il a. Et donc là, vous allez lui demander d'où vient ce blocage. Là, donc, vous allez lui demander, donc toujours pousser un petit peu, demandez-lui, est-ce que vous pouvez me décrire une situation précise dans laquelle tu as senti en fait ce blocage-là? Et il va peut-être vous raconter à un moment où il devait aller à un dîner avec des amis, etc. Et puis en fait, en rentrant dans le restaurant, il avait le même pull que quelqu'un qui était derrière lui, etc. Et il s'est senti un petit peu frustré parce que il avait l'impression que il était un peu habillé comme tout le monde et que c'était un peu courant ce qu'il portait. Et il avait envie en fait d'impressionner les personnes qui étaient à sa table, mais il se sentait un petit peu... il n'avait pas les moyens pour lui de le faire parce que forcément, si d'autres personnes étaient habillées comme lui, il ne pouvait pas sortir de la norme.
vous voyez un peu le cheminement en fait. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Donc là, vous allez lui demander quelles sont les solutions qu'il a déjà pu essayer. Et là, surtout, ce que vous allez pouvoir lui faire, c'est de lui demander quelle serait pour toi la solution idéale. Et bien là, il va peut-être vous dire, pour moi, la situation idéale, ce serait que je donne des indications sur le look que je voudrais avoir. Donc voilà, vous allez poser toutes ces questions-là et vous allez voir que vous avez tout pour construire votre produit. Vous voyez que en partant de ce que je viens de vous dire là, donc des réponses approximatives que je viens de vous donner, et en fait la box où il y a une personne qui va recevoir 3, 4, 5 tenues en fonction de son style par mois, ça correspond à toutes les solutions qu'ils voudraient avoir, tous les blocages qu'ils vont avoir. Ça va débloquer tous ces blocages-là. Ils n'auront pas à faire du shopping, ils n'ont pas à connaître à chaque fois leur taille, les différences des tailles en fonction des marques, etc. Parce qu'on sait que ça, c'est un problème. Il n'a plus à penser à tout ça. Et en fait, il a une solution déjà qui est sur mesure, qui va lui correspondre et qui va pouvoir acheter. Donc il va dépenser une certaine somme. Il commande sa box et en fait il n'a plus à s'occuper de tout ça juste après. On lui envoie sa box, il reçoit tous ses éléments et puis lui il est content en fait. Donc ça c'est la partie pour pouvoir valider son idée, pour pouvoir être sûr que son idée va trouver en fait son public, va trouver sa cible. Ça nous permet en fait de valider notre cible. Maintenant que vous avez une idée assez claire de ce qu'il faut proposer en fait en fonction des différentes problématiques que vous avez pu rencontrer, on va faire un exercice qui est très important parce que ça va nous permettre de poser les premières bases de notre boîte. En fait, on va faire une version la plus pratique possible, la version minimum de notre business, mais la version entière, avec toutes les caractéristiques et toutes les composantes de notre boîte. C'est ce qu'on appelle un MVB, donc Minimum Viable Brand, qui nous permet en fait d'avoir la version la plus simple et basique de notre business, mais qui correspondent à toutes les caractéristiques de notre business. Pour déterminer notre MVB, on va répondre à 6 questions. Je vais vous les donner maintenant. Donc la première, ça va être de vous interroger sur vos valeurs. Pas les valeurs de votre boîte, celles que vous imaginez pour votre boîte, etc. Vos valeurs à vous. C'est-à-dire que vous devez choisir 3 valeurs qui vraiment caractérisent en fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors je vous conseille vraiment de prendre un petit moment en fait, de vous poser avec vous-même, de répondre le plus honnêtement possible à ces questions parce que c'est très facile de se tromper là-dessus, de se mentir à soi-même et à s'inventer des valeurs qu'on aimerait avoir. Le but c'est pas de savoir ce qu'on aimerait avoir, mais plutôt de mettre les valeurs que vous possédez réellement et qui sont fondatrices pour vous. Ce qu'on fait pour ça, pour déterminer ce qui est réellement en nous et pas ce qu'on projette, l'une des manières de le faire, c'est de se poser des questions en fait sur des choses qui sont déjà passées et comment on a réagi. Et surtout les émotions qui étaient liées en fait à ces situations-là. Donc prenez 4-5 événements marquants et demandez-vous pourquoi ces situations-là m'ont marqué, pourquoi elles ont été fondatrices de ce que je suis aujourd'hui, et qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, et du coup quelle est la valeur que je peux en dégager. Donc je vais prendre un exemple avec moi-même. Un jour j'étais en train de lire un livre, et en fait en lisant ce livre-là, je me suis demandé en combien de temps je pouvais finir ce livre, juste pour m'amuser. Et donc j'ai essayé de lire le plus vite possible, etc. Et surtout, j'ai remarqué que je faisais ça avec pas mal de choses dans ma vie depuis que je suis tout petit. Et donc, je sais qu'une de mes valeurs, qui m'est propre, c'est la performance. J'adore traquer les choses, j'adore améliorer les choses que je traque, j'adore mettre en place des systèmes qui me permettent d'améliorer mes différentes métriques. J'adore suivre les choses, etc. Donc je sais que l'une de mes valeurs fondatrices, celle que je porte, c'est les valeurs de performance, mais surtout d'améliorer ses performances. Donc
C'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas quelque chose que j'aimerais être, c'est quelque chose qui profondément fait partie de moi depuis longtemps et qui est constitutif de ce que je suis aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, ça dirige ma manière de faire les choses. Ça veut dire que aujourd'hui, dès que je lance un nouveau truc, dès que je fais quelque chose, je suis obligé de le traquer, je suis obligé de le faire parce que c'est comme ça que j'aime faire les choses. Donc ça fera partie de mes valeurs. La deuxième question qu'on va se poser, cette fois-ci, sont des questions par rapport à notre idée de boîte. On va désigner un ennemi pour notre boîte. Alors, quand on parle d'ennemi, c'est pas forcément une personne physique. C'est pas quelque chose qui est forcément tangible. Ça peut être une idée, ça peut être quelque chose d'abstrait, ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être un comportement, ça peut être tout ce qu'on veut. Mais il faut que ça soit un ennemi qui soit assez fort, qui soit déclaré, qui soit là. Si je reprends l'exemple avec l'entreprise Harvey Specter, je vais chercher des ennemis autour de ma problématique. Donc je veux aider les personnes à devenir beaucoup plus charismatiques. Je pars d'un principe qui est autour de ça, qu'il y a ça, c'est que dans la vie, en tant qu'homme, il y a une pression sociale qui fait qu'on est toujours en fait dans le paraître chez les hommes et qu'on n'est pas forcément dans l'être. Pour moi, l'expression du charisme vient justement de la pleine possession de ce que l'on est profondément. Ça devient philosophique tout ça. Donc l'ennemi que j'aimerais combattre avec ma boîte, ce sont tous les carcans, tous les archétypes qu'il va y avoir autour de la masculinité et de ce que l'on considère être comme un homme. Donc mon ennemi déclaré, ça va être la standardisation des idéaux masculins. Vous voyez que c'est pas quelqu'un de physique, c'est pas quelque chose, c'est une idée, c'est une abstraction qui va faire que les personnes en fait vont s'identifier. En fait, quelqu'un pourrait très bien aller s'acheter des costumes, acheter 5 costumes et mettre que ça et se dire c'est bon en fait, j'ai du style. Moi c'est pas ça, je veux me battre contre les personnes qui pensent que pour avoir du style, il faut forcément s'acheter un costume. Je me bats pour que les gens puissent avoir du charisme et révéler leur vraie nature en portant les vêtements qu'ils souhaitent porter, mais tout en étant stylés. Donc voilà mon ennemi. Donc ça, je suis en train de vous faire un exemple fictif. Donc pour ça, on va choisir des armes. Donc pour combattre ces ennemis, il faut forcément une arme. Et donc là, moi, mon arme, ça va être de proposer en fait et de faciliter l'accès à chaque personne à son propre style sans fournir le moindre effort parce qu'il y a des gens qui vont leur choisir des vêtements. Donc ensuite, on va déterminer une mission. Ma mission, ça va être de faire en sorte que chaque homme révèle son plein potentiel et puisse être complètement à l'aise dans n'importe quelle situation grâce à ses vêtements. Donc ça, c'est ma mission. Je vais choisir une tonalité et un style. Ça va être quelque chose de très affirmé et aussi très décontracté. Un peu à la Asphalt, par exemple. On va ensuite choisir une tonalité, un style. Donc comment on parle à ses prospects, quelles sont les références que je vais utiliser, est-ce que c'est plutôt décontracté, est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux, classique, etc. Donc là, moi, par exemple, ça va être quelque chose de décontracté, parce que je veux me libérer de certains stéréotypes justement très sérieux, etc. Donc du coup, je vais adopter un ton, un style vraiment très décontracté, qui sait être classe, mais sans avoir à se prendre au sérieux. Donc ça, c'est mon MVB. C'est la première identité de mon business et que je vais pouvoir faire évoluer au fur et à mesure. Mais là, j'ai toute mon identité et je sais où je vais aller avec ma marque. Et ça va m'aider à créer mon produit de la meilleure manière et ça va m'aider à le vendre aussi de la meilleure manière. Donc maintenant que vous avez identifié tout ça, que vous avez identifié votre marque, que vous avez créé votre identité de marque, vous allez pouvoir créer votre produit en fonction de ce qui répond à la problématique de votre client et de ce que vous avez aussi envie de faire. Donc, une fois que vous avez votre produit, on va commencer à le vendre. Pour le vendre, il va falloir qu'on fasse une étape préalable qui est importante. Parce que y a quelque chose qu'il faut comprendre quand on vend un produit. Les gens n'achètent pas le produit, les gens achètent le résultat. Et donc pour ça, on a une manière bien précise de parler notre produit. On va pas forcément parler que de caractéristiques, on va parler
de résultats, de bénéfices, de ce que ça va apporter dans la vie de notre client, de ce que ça va changer dans la vie de notre client. Donc ça, c'est important à faire et je vais vous montrer tout de suite comment vous allez pouvoir le faire. Donc, votre produit, il est créé, peu importe que ça soit une formation, que ça soit un livre numérique, une newsletter pour savoir quelles sont les dernières tendances vestimentaires du mois, un coaching, peu importe, ça va être les mêmes étapes. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner dans votre bloc-notes, là où vous avez pris des notes sur votre client. Vous allez faire une liste de toutes les caractéristiques de votre produit. Quand j'entends caractéristiques, c'est par exemple si je prends mon ordinateur là que j'ai sous mes yeux, il va avoir des caractéristiques. Par exemple, il va avoir un écran LED, il va avoir une mémoire RAM de 8 Go, il va avoir un disque dur un SSD de 500 Go. Tout ça, ce sont des caractéristiques. Ça veut dire ce sont ses composantes, il est composé de tout ça. Et en fait, l'exercice, ça va être de transformer toutes ces caractéristiques-là en bénéfice pour le client. Parce que, n'oubliez pas, c'est ça qu'il achète. Il n'achète pas un disque dur de 500 Go, il achète la possibilité de pouvoir enregistrer toutes ses photos sur son ordinateur et tous ses films sur son ordinateur. Vous voyez l'exercice, c'est de transformer en fait les caractéristiques en bénéfices. Donc si je reprends par exemple mon produit à moi qui va être une box par abonnement pour recevoir des tenues, donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un questionnaire de 15 minutes, mais ce questionnaire-là, donc c'est une caractéristique, mon produit est composé comme ça, il y a un questionnaire préalable pour déterminer certaines choses, mais ça, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'avoir une box personnalisée, donc 100% personnalisée, et c'est ça qu'il achète. Il n'achète pas le questionnaire de 15 minutes, il achète le fait d'avoir des tenues qui lui correspondent à lui et pas aux autres. Donc ma box est livrée directement chez le client. Mais ça, ce que ça va apporter à mon client en termes de bénéfices réels, c'est qu'il n'aura pas besoin de sortir de chez lui, en fait, pour bien s'habiller. Il y aura aussi une petite application sur laquelle il pourra voir la commande qui va arriver le mois prochain et il aura la possibilité de modifier. Donc vous voyez, l'exercice c'est vraiment ça, c'est de se dire ok, mon produit est composé de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais toutes ces choses-là, toutes ces caractéristiques, à quoi elles servent ? Comment elles vont répondre aux besoins de mon client ? Donc ça c'est important parce que du coup, quand on va aller faire notre page de vente dans quelques instants, on va justement prendre tous ces éléments-là pour les transformer dans notre page de vente en argumentaire de vente en fait. Donc maintenant vous avez votre produit, vous avez transformé vos caractéristiques en bénéfices, donc vous avez tous vos argumentaires de vente. On va créer une page qui va nous permettre de présenter notre produit de la meilleure manière, celle qui est la plus efficace et qui va nous permettre de savoir si effectivement il y a des personnes qui sont prêtes à l'acheter et surtout commencer à vendre en fait. Pour ça, on serait tenté de faire une chose, ce serait de créer un site internet avec de très très jolis designs, avec une page à propos, avec une page de blog, pourquoi pas, avec une FAQ, avec vos partenaires. Ça, c'est pas la façon la plus optimale de vendre votre produit. La façon la plus optimale de vendre votre produit, c'est en créant une page unique sur laquelle le visiteur n'a qu'une seule action à faire. C'est soit acheter, soit partir. Et en plus de ça, cette page-là va être construite d'une certaine manière qui fait que ça va agir comme une espèce de labyrinthe où en fait chaque section, chaque partie amène à la suivante et amène à l'action. Vous allez voir que c'est une construction qui est quand même bien particulière et je vous la présente tout de suite. Donc ça va être votre page et de votre page, votre page va être composée de différentes sections. La première section, ça va être la promesse. Ça veut dire que quand la personne arrive sur votre page, il faut qu'elle ait directement la promesse, il faut qu'elle sache directement à quoi s'attendre en venant sur votre site. Et il faut aussi qu'il ait la possibilité d'agir tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle comprenne, il faut que la promesse elle soit compréhensible. Donc attention, je vous fais un petit point là-dessus, la promesse, ce n'est pas du tout
une baseline, ce n'est pas du tout un slogan. La promesse, c'est le résultat que votre prospect va obtenir en achetant le produit. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'il sache quel est le résultat qu'il va obtenir en achetant. Ensuite, vous allez avoir les différents bénéfices. Donc, toutes les caractéristiques qu'on va transformer en bénéfices, on va pouvoir les mettre les uns après les autres, comme ça, on va pouvoir les enchaîner comme ça, et ça va renforcer en fait le sentiment que le produit est le bon dans la tête du prospect. Ensuite, on peut avoir une petite section histoire et une section équipe si vous en avez une, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc la première section est composée de 3 choses. La promesse, donc là par exemple vous avez un exemple qui est « Nous aidons les femmes et les hommes qui veulent atteindre le physique de leurs rêves sans frustration ». Donc là on a bien quelque chose où on sait à quoi s'attendre. On sait que le résultat, ça va être d'atteindre son physique. Et surtout, on lève tout de suite une objection en disant qu'il n'y aura pas de frustration. Donc, on a ensuite une sous-partie qui est juste ici et qui là nous dit du sport ultra fun, des plans nutrition faciles et un suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc ça, c'est comment on va arriver à notre résultat. Donc vous voyez, on a la promesse, on a comment on va atteindre cette promesse-là, avec quels moyens, et troisième partie, l'appel à l'action. On veut que la personne fasse une action, elle veut qu'elle demande un appel téléphonique avec un conseiller. Donc là, ça veut dire que l'objectif de cette partie-là, c'est que si une personne arrive sur votre site internet et qu'elle ne voit que cette partie-là, elle est capable de comprendre et d'agir rien qu'avec cette partie-là. Dans les 5 premières secondes, il faut qu'elle comprenne tout et il faut qu'elle puisse déjà passer à l'action si jamais elle a envie de passer à l'action. Ensuite, on va pouvoir dérouler un petit peu les différents bénéfices. Donc là, j'ai mon premier bénéfice que je vais mettre. Donc la nutrition intuitive pour se nourrir sans frustration. Donc je vais expliquer qu'on a étudié, mis au point des recettes qui sont gourmandes, mais qui sont aussi très bonnes pour le corps, etc. et très bonnes pour les sportifs. On va mettre un deuxième bénéfice. Cette fois-ci, on essaye de mettre un bénéfice, donc texte plus image, et on essaye d'inverser à chaque fois pour faire une petite rupture au niveau du regard et pas que ce soit toujours la même chose, toujours dans le même sens. Donc là, on a un deuxième bénéfice qui est des programmes éclairs et efficaces. Donc on sait que ça va être de la rapidité, on sait qu'on va avoir des programmes qui sont faits pour nous et qui sont rapides à exécuter. Et donc là, je vais pouvoir mettre une section équipe si je le souhaite. Je vais pouvoir mettre aussi une section avec mes partenaires qui est là plus pour réassurer les personnes. Mais le but, ça va être surtout de compiler tout ça. Donc avoir la promesse, ensuite le premier bénéfice, le deuxième, le troisième bénéfice, une petite histoire, l'équipe. Et là, vous avez votre page de vente qui est optimisée. Si vous regardez la promesse, vous voyez que juste avec la première section qui est la section Hero, la première section qui est la section dans laquelle il y a la promesse, juste avec ça, ça se tient. On peut cliquer déjà rien que sur ça en fait. Rien que sur la promesse, on doit pouvoir cliquer. Et ça, c'est vraiment très très important, j'insiste là-dessus, parce que c'est ça qui fait que votre landing page va être très efficace. Donc voilà, maintenant vous êtes prêt à vendre. Si vous voulez un outil pour pouvoir créer votre landing page et faire des tests et regarder comment ça fonctionne, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description parce que vous pouvez tester Wolfeo pendant 14 jours gratuitement. Et surtout, si vous voulez être guidé étape par étape sur comment construire une landing page qui convertit réellement, j'ai fait une vidéo là-dessus qui va vous permettre tout simplement de suivre étape par étape, comme on l'a fait pour le business, et là cette fois-ci, pour le faire sur une page qui convertit. Je vous laisse cliquer sur la vidéo qui apparaît juste à côté, et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.